On se retrouve pour la troisième table ronde. Dans la première partie de cette matinée, on a beaucoup parlé des architectes accompagnateurs de parcours. On a même parlé de l'acronyme AAP. Si vous le voulez bien, pendant cette table ronde, on va simplifier et on va parler d'architectes. Architecte accompagnateur de parcours, je pense qu'au bout d'un moment, on va en avoir un peu marre de le dire. Donc, on va peut-être parler d'architecte. On est entre nous, on peut se le permettre. Et donc, ça a été évoqué pendant cette première partie de matinée, un rôle important. On l'a bien identifié, bien repéré. Un rôle important, un rôle central par rapport à la VAE dans cette nouvelle formule. Une certaine forme de pierre angulaire, j'ai envie de dire, par rapport à cette réforme, avec des interventions sur les aspects méthodologiques, techniques. On a parlé aussi d'interventions sur les éléments motivationnels. Et c'est important, ce dernier point, pour garder le candidat jusqu'au bout de la démarche. Donc nous avons autour de la table 3 professionnels, 3 architectes qui œuvrent sur le sujet. Dans un premier temps, vous passez le micro pour que vous puissiez vous présenter. Et on va entamer après le travail, les échanges autour de cette table ronde. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ce micro fonctionne. 1, 2. Ça fonctionne. François-Xavier, si vous voulez... 3 micros, c'est bon. Ou Chantal, peut-être démarrer le tour de table ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Chantal Dekerle, responsable de projet certification au sein de l'AFPA pour la région Hauts-de-France. Donc, au niveau de la VAE, donc, je suis l'animatrice et la pilote au niveau de l'équipe des architectes accompagnateurs de parcours et également des référents VAE, puisqu'on est toujours sur 2 process qui se poursuivent. Et donc, pour la région Hauts-de-France, au niveau de l'AFPA, nous avons donc 11 référents VAE et bien sûr, ils sont tous architectes accompagnateurs de parcours. Ce qui est important également de savoir, c'est que nous sommes depuis le début dans cette expérimentation. Donc, nous avons participé à la première partie REVA 1 sur notamment le diplôme, le DEAES. Et puis, donc, nous avons poursuivi avec la partie REVA 2, les différentes phases. Et on est toujours sur la réforme avec notre participation France VAE en tant qu'AAP filière. Merci. Alors bonjour à tous, moi je suis donc Pascale Telfour, je suis directrice du cabinet Compétences et Conseils dans le sud des Hauts-de-France et je suis également vice-présidente de la Fédération nationale professionnelle des cabinets accompagnateurs VAE au niveau national. J'ai participé à l'expérimentation sur REVA 2 et je suis donc architecte généraliste et expert de filière. François-Xavier. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis François-Xavier Détré, je suis responsable du DAVA d'Amiens. Donc nous sommes également AP, mais aussi certificateurs pour le coup, puisque ministère de l'Éducation nationale. Je gère une équipe de 4 conseillères en validation et puis une équipe de 10 personnes à peu près au niveau administratif. On a été également dans REVA 2, sur ce qui nous a permis de bien nous outiller d'ailleurs de bien préparer l'avance de phase et France VAE. Et donc, nous gérons un certain nombre de dossiers du flux depuis la mise en place de France VAE. Pour nous, les premiers dossiers sont arrivés début octobre. Voilà. Ok, merci. Pascal, je vous propose de démarrer par vous. On a tout à l'heure, dans cette première partie de matinée, beaucoup parlé des architectes accompagnateurs de parcours, notamment de l'évolution de ce rôle. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière et pour bien comprendre l'évolution, de se dire l'accompagnement dans la VAE 2002, en quoi il consistait et en quoi le rôle d'architecte accompagnateur de parcours évolue dans ce nouveau cadre? Alors, auparavant, c'est vrai, quand on était accompagnateur, eh bien, on accompagnait un candidat sur s'il avait sa recevabilité, donc sur la rédaction du livret 2, la préparation au jury. C'était tout, il se débrouillait après pour contacter le certificateur, ou s'il n'avait pas sa recevabilité, on l'aidait à travers l'analyse de son parcours
à authentifier le diplôme qui correspondait et y contacter le certificateur pour avoir la recevabilité. Aujourd'hui, le rôle d'accompagnateur, architecte accompagnateur de parcours, a complètement changé. Il a évolué. C'est-à-dire que nous sommes le fil rouge du candidat. Nous recevons une demande, et là, la différence, c'est que le candidat a lui-même sélectionné son diplôme sur la plateforme France VAE. Et c'est à nous de vérifier que le diplôme correspond bien à ses compétences et à son expérience professionnelle. Et nous allons co-construire avec lui son parcours VAE pour aller jusqu'à la réussite. C'est-à-dire que nous allons identifier donc, si le diplôme va bien. Nous allons mettre en même temps avec lui des actes formatifs complémentaires dans son parcours qui peuvent être obligatoires suivant les diplômes. Je pense par exemple au diplôme du social tel que la FGSU. Et nous allons ensuite, par la suite, contacter le certificateur. Donc nous sommes vraiment le fil rouge de son accompagnement. C'est-à-dire que nous allons remplir le dossier de faisabilité, récolter les pièces indispensables, donc la pièce d'identité, le diplôme, déposer le tout sur la plateforme France VAE. Ensuite, nous allons, s'il y a des actes formatifs, contacter les organismes de formation, demander des devis et, et donc positionner le candidat, à la suite de sa recevabilité, sur ces actes, sur ces organismes de formation, en connaissant les dates de session. Et également, par la suite, quand le parcours a commencé, nous allons contacter le certificateur pour lui indiquer une date probable de passage devant le jury. Donc, je tenais à rassurer un certificateur, c'est-à-dire que c'est vrai que notre rôle, c'est d'être le fil rouge, de construire avec lui le parcours du candidat, mais en même temps de vérifier que le candidat a bien les compétences pour pouvoir réussir son parcours complètement. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous faisons des allers-retours, nous co-construisons des allers-retours avec le certificateur pour que la demande soit bien couronnée de succès et que le diplôme, l'accès au diplôme soit couronné de succès. C'était justement un des points que je souhaitais aborder avec vous, c'est l'interaction avec les autres acteurs. Oui. Vous avez parlé des certificateurs, tout au moins d'un premier. Oui, bien sûr. Comment vous voyez votre rôle avec les autres acteurs oui. de la VAE Nouvelle Formule? Alors, on construit dans cet écosystème des relations avec les certificateurs. On contacte les organismes de formation pour les actes formatifs et également France Travail, puisque, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, nous signons une convention avec France Travail, donc pour les demandeurs d'emploi. En fait, donc, on est, je dirais, à l'horizon de tous les... À la croisée des chemins. Merci, je cherchais. Je cherchais. Voilà, tout à fait. Chantal, peut-être réagir par rapport aux opportunités du point de vue de l'architecte accompagnateur de parcours, les opportunités qui apparaissent dans le cadre de cette nouvelle VAE. Alors les opportunités, c'est forcément donc un nouveau process qu'il faut intégrer et notamment pour développer la VAE. Donc on voit déjà les effets actuellement puisqu'on a énormément de dossiers de demande. Ce qui est aussi important au point de vue candidat, c'est que il est accompagné par un architecte accompagnateur de parcours. Il s'est positionné sur un diplôme ou un titre professionnel, mais il y a possibilité, c'est pas définitif, de le positionner sur le meilleur diplôme en fonction de son objectif et de son expérience. Donc là, c'est la souplesse qu'on a avec le dispositif France VAE. On ne perd pas le candidat parce qu'on ne le renvoie pas vers un autre accompagnateur. On est toujours avec lui pour ce qui explique aussi qu'on a très peu d'abandon. Donc les opportunités également, c'est qu'on réduit les délais par rapport à la VAE de droit commun sur les recherches de financement, sur la partie administrative, sur les recherches de justificatifs, parce qu'il faut souligner également qu'il ne faut plus de justificatifs. Le plus important, c'est l'expérience.
qui est détaillé plus à l'oral. On n'a pas besoin de justificatif. On peut creuser, mais globalement, ce n'est pas nécessaire et indispensable pour la faisabilité. Ce qui nous donne également de ce fait-là plus de temps pour accompagner le candidat. On a aussi avec France VAE donc un quota d'heures en collectif et en individuel assez conséquent qui peut aller jusqu'à 50 heures. On a aussi une simplicité pour compléter les besoins de formation, que ce soit, comme Pascal le disait, de la formation réglementaire ou pas. S'il y a une partie d'une compétence à compléter avec soit une immersion, soit de la formation, on a des solutions qui sont quand même très accessibles et plus faciles à mettre en œuvre qu'avec la VAE de droit commun. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fin de compte, on a une seule plateforme pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les interlocuteurs, que ce soit le candidat, que ce soit l'architecte, que ce soit le financeur, que ce soit au niveau de France VAE. Donc c'est vraiment très facile. Et sur cette plateforme, on a vraiment le parcours complet, toutes les étapes du candidat. On sait où il en est. Et donc c'est vraiment très, très pratique. C'est un gain de temps également, puisqu'on travaille avec ces outils, on dépose. On envoie très simplement les dossiers de faisabilité au certificateur, ce qui fait que derrière ça, on a des retours de recevabilité, des temps de réponse très courts. J'ai vu dernièrement sur le site, la moyenne de tout certificateur confondu était 14,9 jours. Donc c'est formidable, parce on peut aller jusqu'à 2 mois. Enfin, sans dépasser les 2 mois. Et notamment pour le ministère du Travail, chez nous en Hauts-de-France, on a un délai encore plus court. En fonction de la qualité, bien sûr, du dossier, c'est important, en tant qu'AAP, de bien remplir le dossier de faisabilité. Sinon, on fait des allers-retours. Il ne suffit pas de dire la compétence est maîtrisée par le candidat, il faut la contextualiser professionnellement. Donc, si le dossier est bien rempli, on a un retour assez rapide. Tout à l'heure, Jean-Olivier nous rejoindra pour clôturer cette table ronde. Peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur la plus-value, la valeur ajoutée du portail, puisque un des aspects qui avait été repéré précédemment, c'est qu'il y avait un certain nombre d'abandons, hein, on en a parlé déjà depuis ce matin, avec une difficulté de repérer le pourquoi de l'abandon ou les moments de l'abandon. Et peut-être que là, le portail, parce qu'il va suivre de plus près finalement les parcours de chacun, va aussi nous permettre de mieux comprendre quand il y en aura, parce que même si on va chercher à ce qu'il y en ait le moins possible, il est quand même toujours question qu'il y en ait, mais en tout cas en les détectant mieux, en analysant mieux la situation, de pouvoir agir et de ce fait de diminuer. On n'enlèvera jamais, on ne sera jamais à 0% d'abandon, mais en tout cas d'être le plus proche possible de ces 0% d'abandon. Si je résume un petit peu sur cette première phase et l'opportunité, c'est aussi parce que l'architecte accompagnateur de parcours, il intervient bien plus en amont que précédemment et il accompagne presque pas à pas, j'ai envie de dire ça comme ça, le candidat. Et là où le candidat, par moment, il pouvait se retrouver confronté à des difficultés administratives, complétude de dossiers, recherche de pièces, la motivation. Parce qu'au fil du temps, quand la démarche s'inscrit dans la durée, la motivation peut évoluer, peut baisser par moment. Et donc là, votre rôle, pas à pas, ça va être aussi de les accompagner et de, quelque part, leur tenir la main jusqu'au bout. Et parfois, ça va être de leur faciliter la vie. Parfois, ça va être aussi de les remotiver quand ça va pas être nécessaire. Et c'est un des éléments forts de cette nouvelle formule de la VAE. Tout à fait, oui. François Xavier, je voulais me tourner vers vous. Concrètement, et pour qu'on soit au plus proche du terrain, quand un candidat vient toquer à la porte du DAVA, comment concrètement vous identifiez la certification qui va être adaptée à son projet ? Alors, déjà, il toque à la porte du DAVA. Parfois, il a toqué avant d'autres portes avant. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché de Point Relais Conseil. Il a lui-même parfois fait des études de référentiel où il s'est appuyé sur un certain nombre de documents pour essayer de trouver le diplôme qui correspond le mieux. Hein. Parfois oui et parfois non. Hein. C'est-à-dire qu'on a parfois des documents qui arrivent, enfin des dossiers qui arrivent sur le portail avec, je pense qu'il y a des AAP dans la salle qui me rejoindront, avec des informations pour le moins succinctes. Hein. Voire même
voilà, peu importante. Ce qui fait que derrière, on a un peu de mal au début à voir où le candidat veut aller. Donc, ce qui fait qu'on va, lors du premier contact téléphonique avec le candidat, on va essayer de resituer le projet. Pourquoi on fait une VAE, dans quoi ça s'inscrit? Est-ce que dans une progression, dans une reconversion, dans une validation d'expérience, faciliter une recherche à l'emploi, enfin voilà. On ne connaît pas toujours son statut, s'il est demandeur d'emploi, est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il est éligible? Parce qu'on n'a pas encore évoqué, mais il y a l'éligibilité aussi, notamment les salariés de la fonction publique pour l'instant ne peuvent pas accéder à la plateforme. Donc ça, c'est un point important. Et à partir de là, on essaye de savoir s'il a également comment il a choisi son diplôme, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que le diplôme existait sur la plateforme, ou alors est-ce qu'il a recherché, est-ce qu'il a fait des recherches de diplôme, est-ce qu'il est allé regarder un peu ce qu'il y avait dans les blocs de compétences déjà, si ça paraît des gros mots pour certains, et voir si effectivement son expérience et ses compétences sont bien en lien avec le diplôme visé. Certains confondent ancienneté et expérience et compétences, mais ça, j'ai envie de dire que c'était vrai même avant la réforme. Donc du coup, on a parfois un peu de recadrage à faire à ce niveau-là. Donc déjà, là, on a déjà une première idée lors du premier entretien. Ensuite, lors de l'entretien de faisabilité, qui peut durer jusqu'à 3 heures, on a un dossier de faisabilité qui est en train d'être revu, puisqu'il y a des points sur lesquels on est... c'est des points perfectibles encore dans les dossiers de faisabilité. On est en train de travailler dessus, d'ailleurs. Et ce qui permet de faire ce qu'on appelle un positionnement. Un positionnement des expériences et des compétences en lien avec les exigences du diplôme. Déjà, ça permet de voir s'il y a vraiment des grosses différences, des grosses difficultés. S'il y a des blocs qui ne sont pas du tout couverts, si on est vraiment très loin de la vérité. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a également un positionnement qui peut se faire par rapport à ce que j'appelle les matières générales, c'est-à-dire que on sait très bien que la rédaction, la connaissance de savoir mathématique même, la maîtrise de l'outil informatique, ce sont des éléments prépondérants dans la réussite du parcours. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va également aller chercher un certain nombre d'informations par rapport aux candidats. Fort de cela, alors si on a... alors moi j'ai l'avantage d'être à la fois certificateur et AAP, donc du coup les diplômes l'éducation nationale je les connais bien, mais il faut quand même savoir quelque chose, c'est qu'on doit se positionner sur tous les diplômes, d'accord? C'est-à-dire que quand nous on s'est référencé en tant que AAP de filière, et il faut savoir que dans les diplômes ou les titres certification préparés, il y a également des choses qui ne relèvent pas forcément du ministère de l'Éducation nationale. Je pense aux licences pro, il y en a quelques-unes. Donc c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément l'expertise nécessaire par rapport à certains diplômes. Et là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut commencer les allers-retours avec d'autres certificateurs sur les priorités de certains diplômes pour avoir une analyse la plus fine possible de la faisabilité, puisque c'est bien le terme, de la faisabilité du projet de la personne. D'accord ? Voilà. Donc, tout ça mis bout à bout, globalement, on arrive quand même à avoir une validation où on peut donner un avis favorable qui soit assez objectif. Ça nous arrive de changer de diplôme, ça nous arrive de faire des non, des avis non, le dossier n'est pas favorable parce qu'on est trop loin de la vérité. Il arrive aussi qu'il n'y a aucun diplôme, aucun titre qui corresponde au projet de la personne. Ça peut paraître bizarre, mais parfois, les métiers sont tellement particuliers qu'on a du mal à trouver, ou alors on en retrouve, mais dans 3-4 diplômes différents. Donc voilà, donc on a tout ce temps passé entre l'analyse de ce qu'il y a sur le portail. Il y a le premier contact téléphonique, l'entretien de faisabilité, les allers-retours avec les certificateurs. Je dirais globalement, on sécurise à peu près bien le système.
globalement, sur les 4 mois et demi, 5 mois de recul que j'ai là, on a quand même retoqué, entre guillemets, peu de livrets, surtout retoqué en termes de choix de diplôme. C'est-à-dire que le choix, dans la grande majorité des cas, était assez judicieux. Hein. Bon, parfois le niveau est... On cherche le niveau au-dessus alors que c'est plutôt le niveau en dessous qu'il faudrait viser. Mais bon, globalement, on a moins de 5% des dossiers qu'on a retoqués en termes de choix de diplôme. D'accord ? Donc ça veut dire que le choix de départ n'était pas trop mauvais. Hein. Et après, effectivement, on a forcément parfois des manques. Et ces manques, il faut les combler par quelque chose, soit par de la formation, soit par... des PMSMP, soit un certain nombre de choses. Période de mise en situation au milieu professionnel. Excusez-moi, on a dit les acronymes, on évite. Voilà. Alors, du coup, François-Xavier, vous parlez de formation. Il peut y avoir des formations, tout à l'heure on a parlé de formation obligatoire, parfois de formation complémentaire. Pour bien comprendre le rôle de l'architecte accompagnateur de parcours dans ce cadre-là, c'est que finalement vous êtes prescripteur. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être prescripteur ? C'est quoi les implications, d'une certaine manière, et du coup la relation que vous allez engager, que vous engagez déjà, avec les organismes de formation. Alors, on est passé du rôle de la préconisation à la prescription, j'ai envie de dire. Hein. Avant, on disait, on préconisait, on disait, ça serait bien de faire ça. Puis on disait aux candidats, bon, écoute, ça serait bien de faire ce genre d'action, de formation. Aujourd'hui, on l'identifie, on le valide avec le candidat, et puis, effectivement, on va acheter, entre guillemets, la formation. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va identifier l'offre. Bon, déjà, on va se mettre d'accord sur les objectifs. On va identifier l'offre quand elle existe. Alors, quand c'est des formations obligatoires, c'est pas trop difficile. Quand c'est pas des formations obligatoires, parfois l'offre n'est pas forcément adaptée. Donc ça veut dire qu'on peut avoir à travailler sur l'offre de formation également. Donc on rentre avec des organismes de formation, on rentre dans l'ingénierie pédagogique. Hein. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, on a en face de nous des architectes accompagnateurs de parcours qui sont aussi parfois organismes de formation. Donc qui peuvent faire eux-mêmes l'action de formation, mais il ne faut pas oublier quelque chose qui est important, c'est que certes ils peuvent le faire eux-mêmes, mais il faut 3 devis obligatoires. Donc ça veut dire qu'on va choisir celui qui est le plus proche du besoin, hein, qui a le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'ingénierie. Mais bon, globalement, il y a des critères à respecter sur l'achat de formation. Surtout que on a la possibilité, dans l'idée, on peut rentrer dans l'enveloppe des 70 heures à 25 € de l'heure, mais parfois ça ne suffit pas. Donc il va falloir essayer de mobiliser d'autres fonds à côté, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'achat de formation, ensuite le fait de le mettre en place, de l'évaluer éventuellement, d'accord, de s'occuper du montage financier, de la facturation. C'est déjà pas mal. En plus du rôle d'accompagnateur, j'ai envie de dire que c'est clairement beaucoup plus chronophage qu'avant. Hein, on fait un nouveau métier. Ça m'étonne, vous ne l'ayez pas dit tout à l'heure, mais voilà, on fait un nouveau métier. Oui, c'est un nouveau métier. C'est plus accompagnateur. C'est accompagnateur et en même temps prescripteur. C'est ça. On sécurise le parcours et on a des relations plus poussées avec les certificateurs, avec les organismes de formation. Et ça, le candidat, il le voit, il le sent. Alors, je voulais ajouter quelque chose par rapport au fait qu'il y ait moins d'abandon. C'est vrai, c'est vrai. Mais s'il y a moins d'abandon, c'est parce que justement, on a sécurisé. Et on a sécurisé aussi en amont. C'est-à-dire dans le choix du diplôme, dans le projet, pourquoi, dans la motivation, dans la disponibilité, dans la capacité à rédiger et dans l'accompagnement permanent. Mais attention, accompagner oui, assister non. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de rendre acteur, le candidat acteur de sa démarche. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret, quand on doit
quand on prescrit un acte de formation, moi, ça ne me gêne pas de demander, de solliciter le candidat pour que lui, de son côté, puisse aussi, pourquoi pas, rechercher un organisme de formation. Ensuite, on fera le travail ensemble. Hein. Mais il faut le rendre acteur de sa démarche. Le fait que ce soit facile d'accès, agile, gratuit, enfin, c'est pas le Club Méditerranée quand même, quoi. Donc voilà, excusez-moi, mais il faut qu'il soit acteur de sa démarche. Et une des raisons pour laquelle ça marchera, c'est justement que le candidat ne soit pas assisté, mais bien accompagné. Oui, mais le report de la charge, en fait, est sur nos épaules. Le candidat, lui, se positionne sur son livret. Il n'a que ça à penser. C'est son accompagnement, c'est sa réussite, c'est son diplôme. Il n'a pas à aller chercher des fonds. Il n'a pas à aller à contacter le certificateur, à savoir quand il va passer son oral de jury. Tout ça, c'est nous qui le faisons. Donc c'est vrai qu'on est en contact permanent avec le candidat, mais on est en contact permanent avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est justement la construction de cet écosystème. Moi, j'ai commencé à le faire avec REVA 2, et ça se construit encore plus actuellement. Un contact avec des certificateurs et justement sur des positionnements de jury. Quand est-ce que vous pensez que votre candidat va pouvoir passer devant le jury? Avant, ça ne se faisait pas, ça. On n'avait aucun contact avec les certificateurs. Et là, ça se fait. Et vraiment, du coup, c'est un travail commun. Donc, en même temps, un travail commun, mais de qualité. Nous-mêmes, accompagnateurs, architectes accompagnateurs de VAE, on est obligé de construire une autre démarche qualité, un autre travail. Et ça, c'est passionnant. Enfin, moi, je suis passionnée par rapport à ça. Voilà. Chantal, peut-être un mot rapide, parce que l'heure tourne et il faut qu'on invite Olivier. Voilà, je comprends. Donc moi, je voulais simplement dire pourquoi ça fonctionne. Tout simplement parce que c'est simple pour le candidat. Ouais. Simplicité. Moins pour nous, mais pour le candidat, c'est simple. Juste une remarque, pour les candidats salariés, il y a encore des soucis pour la disponibilité. Je ne vais pas rentrer dans le débat du congé, voilà. Mais on a quand même beaucoup de difficultés. Il faut faire preuve d'agilité, de solutions, de temps un peu plus long pour les salariés, parce qu'ils ne sont pas toujours facilement disponibles, ne peuvent pas s'absenter de leur travail. Donc ça, il y a encore, je pense, un axe de progrès sur ce... Okay. Pour ces candidats. En quelque sorte, on a mis la complexité, on l'a mis dans l'arrière-cuisine. C'est ça. Oui. C'est ça. Chez nous. Olivier, merci de nous rejoindre. Merci. Je bois du petit lait, moi. Je pense que tu as plein de choses à nous dire. Oui. D'abord, je suis hyper content de ce que j'ai entendu. Parce qu'il y a 6 mois, on n'était pas tout à fait encore dans ce type de discours les uns les autres. On s'était mis d'accord avant quand même. Hein, non Voilà. Non, mais je suis content parce que je vois que, même dans le discours de Pascal, que je connais un peu plus, et de Chantal, que je connais aussi, puisqu'on était tous les deux dans REVA 2, je vois bien que les accompagnateurs sont en train de bouger, de comprendre un petit peu l'objet de la démarche, et ça, c'est important. Et vous avez entendu, on fait tout le candidat n'a plus qu'à penser à son parcours, c'est l'objectif de la réforme. Alors, on a posé quelques règles qui ne sont pas faciles. Parce qu'il y avait une confusion dans la VAE entre entre l'accompagnateur, le certificateur, l'organisme de formation. Il y a quelque chose qu'on a posé de très fort, et je sais que ça nous a valu beaucoup de résistance, ça nous avons encore, c'est quand on vient chercher une certification, on s'adresse au certificateur, on ne vient pas chercher un accompagnement. On ne vient pas non plus chercher un acte de formation. Donc la séparation de la fonction d'accompagnateur architecte de parcours, elle est essentielle pour comprendre pourquoi on a fait cette réforme. Donc je sais que ça coince, notamment sur les certificateurs qui ont des structurations intégrées, comme les DAVA, qui font très très bien leur job d'ailleurs, ou l'AFPA, avec le ministère du Travail. Mais c'est important de dissocier les choses, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que nous attendons de l'architecte, on va aller encore plus loin, chers amis. On voudrait que les architectes de parcours positionnent le projet du candidat dans son projet professionnel. C'est-à-dire qu'il soit capable d'expliquer à un candidat qui a choisi tel ou tel diplôme, en quoi, en fonction de son projet d'expérience, son projet de professionnel, de rester ou pas dans tel secteur, d'évoluer dans tel et tel secteur, en quoi le diplôme qu'il va choisir à un niveau expérientiel identique va être plus intéressant pour lui. Je prends un exemple très simple, dans le sanitaire et social. Si votre projet de vie est de travailler en maison de retraite
vous avez tout à fait raison de partir plutôt sur un DEAES ou sur un ADVF. Si votre projet de vie est de travailler chez un particulier employeur et d'y rester, vaut mieux choisir le titre à visée professionnelle parce qu'il est classifié dans la convention collective. Ce qui veut dire qu'il va amener pour le candidat en plus une rémunération complémentaire. Alors que si vous prenez le même projet d'EAES dans la convention collective sur la vie particulière, il n'est pas indexé. Ce qui veut dire qu'on ramène aussi le diplôme dans le champ conventionnel du candidat. Ça veut dire une connaissance de l'affectation des titres et diplômes dans les champs des conventions collectives. Donc c'est un point essentiel. Deuxièmement, on arrête avec les accompagnateurs qui étaient ultra spécialisés sur un diplôme. La logique de filière, elle s'impose parce qu'on a en France beaucoup de certificateurs, beaucoup de diplômes, avec d'ailleurs des champs de correspondance extrêmement proches. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir la différence entre l'ADVD, le DAES, l'ADVF. Globalement, 95% du niveau expérientiel est à peu près le même. Ce qui veut dire ce qu'on va demander aux architectes de parcours, c'est d'avoir une espèce de lisibilité des titres et des diplômes disponibles sur un niveau expérientiel. On n'y est pas encore, mais on y vise. D'où le fait de se dire comment le candidat choisit le bon architecte accompagnateur de parcours dont il a réellement besoin. Et donc on a commencé on a classifié de manière un peu arbitraire les AP pour lancer la phase de préfiguration, généraliste, spécialiste de branche ou spécialiste de filière. Et on va aller un peu plus loin puisque maintenant on va permettre au candidat de choisir le niveau d'expertise de son AP sur une filière, sur une sous-filière. C'est-à-dire, je veux un accompagnateur généraliste que moi j'appelle le 4-4, l'accompagnement, celui qui connaît très très bien tous les circuits, qui sait lire tous les référentiels RNCP, qui est très agile, ou celui qui va être le spécialiste de la filière sanitaire et sociale, de la sous-filière sociale, avec toute la ligne de diplôme correspondante par niveau. C'est-à-dire qu'il va dire, je veux un spécialiste de ma filière ou de ma sous-filière capable de m'accompagner sur un diplôme de niveau CAP, de niveau bac, de niveau BTS, parce que je mets quand même au défi que les accompagnateurs spécialisés sur le niveau 6 d'université vont être capables de faire de l'accompagnement sur un CAP et vice-versa. Donc, on va donc très prochainement déployer ce que nous on a appelé le booking entre guillemets de l'architecte accompagnateur de parcours. Ce qu'on va demander donc aux architectes de modifier leur portail pour mieux expliquer leur offre de service. Et donc pour que le candidat puisse choisir son mode d'accompagnement, distanciel, présentiel, s'il est en fauteuil d'accueil de personnalité à mobilité réduite, son niveau d'expertise de son architecte de parcours par filière, par sous-filière et par niveau de diplomation. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire un choix éclairé. Et donc c'est pour nous important aussi que le candidat soit acteur dans le choix de son parcours et de son accompagnement. Ça veut dire que sur les AP, c'est vraiment le pivot central de cette réforme. C'est vraiment, on a longuement discuté avec le cabinet d'Elisabeth Borne et puis après le cabinet de Carole Grandjean, on a fait toute une phase d'évaluation sur ce qu'on avait détecté dans le travail sur REVA 2, avec notamment ici nos deux représentantes sur la REVA 2. Ce rôle est essentiel et c'est pour ça qu'on l'a appelé architecte, c'est celui qui... Alors, ce n'était pas peut-être forcément le mot qui construit, qui dessine le parcours du candidat, et c'est le pivot essentiel. Ça veut dire que il va falloir upgrader le niveau d'accompagnement. Et j'entends les critiques, et elles sont tout à fait légitimes, sur la complétude des dossiers. C'est vrai qu'au début, on mettait des croix, c'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de positionnement à faire du candidat, mais ça y est, on commence à y arriver. C'est long de faire évoluer le système. La complétude du dossier, c'est essentiel. Le choix du diplôme, c'est essentiel. Et enfin, le choix de l'organisme de formation. On a eu un long débat aussi sur est-ce qu'on donne aux AP cette capacité de prescrire ou de rechercher. On a hésité, et on a testé d'ailleurs. On a testé plusieurs formules dans REVA où l'architecte de parcours n'était pas l'accompagnateur, où l'architecte était en même temps accompagnateur, et on avait aussi dissocié les actes formatifs complémentaires. Même logique. On ne veut pas que les accompagnateurs ou les certificateurs qui ont des organismes de formation s'auto-prescrivent. C'est quand même la minimum des choses. D'où cette histoire des 3 devis. Mais on s'est dit, d'un autre côté,
qui connaît mieux l'offre de formation territoriale que les architectes accompagnateurs de parcours? Ce n'est pas le candidat, c'est vous qui connaissez que dans tel organisme, il y a toujours des places de la GSU, que dans tel autre organisme, il y a ci ou il y a ça. Ça ne veut pas dire qu'on interdit aux organismes accompagnateurs qui sont en même temps organismes de formation et parfois certificateurs de s'auto-prescrire. Mais en tout cas, les 3 devis, c'est aussi le choix du candidat. Qu'est-ce qu'on voit sur les parcours ? Et ça, c'est aussi, je suis hyper content de ça, parce qu'on s'est beaucoup battu pour ces actes formatifs-là complémentaires. Ça évite la rupture, parce que personne finançait la FGSU, c'était compliqué, les prix étaient démesurés, ça allait jusque 100 € de l'heure, enfin, on a vu des trucs effroyables. C'est qu'on s'aperçoit que les parcours les plus longs sont pour les premiers niveaux de qualification. C'est-à-dire que globalement, les AAP ne jouent pas le jeu d'aller au maximum des choses possibles, parce que ça reste quand même du temps de travail pour les candidats. Et donc, on est plutôt dans un parcours moyen entre 2002 et 2700 € TTC. Un candidat sur 5 a recours à des actes formatifs complémentaires aujourd'hui. Les actes formatifs complémentaires ne dépassent pas 3 jours, voire 4 en moyenne. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur l'idée même de la réforme, c'est le module de formation qui manque ou qui est nécessaire à la réussite de la certification. On n'est pas là pour se substituer à l'offre de formation, à des parcours de formation plus longs, mais ces modules complémentaires, ça évite une nouvelle fois une rupture. Et c'est Karine Seller qui était haut commissaire, qui nous pilotait un moment, qui disait « le parcours sans couture, pour le candidat, c'est ce que vous devez viser ». C'est une énorme charge pour les AP. J'ai conscience de ça. En plus, ils gèrent de manière transitoire le financement avec Uniformation. Et comme on est en mode là, un peu commando et un peu tableau Excel avec Uniformation, c'est un peu compliqué. Mais c'est normal. Demain, quand le GIP sera créé, cette charge-là va disparaître pour vous. Mais c'est vrai que cette nouvelle fonction va nécessiter une montée en compétence des structures d'accompagnement. Et donc, je vous annonce, parce que c'est officiel, qu'il va y avoir donc un décret ou un arrêté, on n'a pas encore défini le modèle, je ne veux pas trop la subtilité, avec le ministère du Travail et la DGFP, sur les droits, devoirs et obligations des architectes accompagnateurs de parcours, puisque aujourd'hui, la seule exigence étant la certification Calliope VAE. L'évolution de Calliope nous mènerait à 2 ou 3 ans, c'est-à-dire parce que c'est très long de faire évoluer la certification Calliope. Et donc, on a choisi, avec les services de la DGFP et du ministère du Travail, de faire un arrêté sur les droits et devoirs et sur la nécessaire professionnalisation des architectes accompagnateurs de parcours. Dans cet arrêté, il y aura toutes les dispositions qui ont été déjà prises sur la lutte contre les fraudes, sur le déréférencement, sur le référencement des architectes de parcours et le droit d'ester en justice en cas d'escroquerie. Donc, le service public aura la capacité de référencer et déréférencer tous les architectes accompagnateurs de parcours. Ce qui veut dire aussi que comme on est sur une plateforme unifiée, nous suivons les parcours. Donc nous suivons certificateur par certificateur leur délai, leur taux de recevabilité, leur taux d'échec. Nous suivons les architectes de parcours de bout en bout, combien de temps ils mettent pour appeler le candidat, combien de temps le parcours dure, quelle durée, quel résultat la certification. Tout ça seront des éléments de data que nous aurons demain qui va nous permettre aussi de faire monter en compétence l'architecte de parcours. C'est vraiment fondamental. On ne s'improvise pas architecte accompagnateur de parcours. C'est un nouveau métier. Je l'ai entendu de tous les 3 ce matin. Je compte beaucoup sur les CARIFOREF, mais aussi sur l'université, sur l'éducation nationale, sur l'AFPA, qui vont réfléchir à une démarche pédagogique d'accès à la qualification de ce nouveau métier, parce que c'est vraiment quelque chose de très nouveau. J'insiste, la VAE devient un nouveau marché financier. Ne vous lancez pas la tête baissée, démarrez doucement, avec une ligne de certification, parce que vous allez apprendre. Et c'est vrai que ce lien qui se tisse entre les AAP et les certificateurs, c'est pour moi fondamental. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.